Prendre soin de vous, prendre soin de nous. Les rendez-vous de l'IFSI sur Radio Interschool. Les jeudis de 16h à 17h. L'IFSI, Institut de formation en soins infirmiers. On va se retrouver avec les étudiants pour qu'ils parlent de thèmes portant sur la santé. Avec des intervenants spécialisés par rapport au domaine. Les étudiants seront là pour vous apporter les informations dont vous aurez besoin. Nous comptons sur votre écoute. Prendre soin de vous, prendre soin de nous. Bienvenue à notre radio Interschool. Nous nous retrouvons aujourd'hui avec Chloé, Shaina, Soran, Janelli, Katina, Priscilla et moi-même, Lucie. Nous avons une intervenante surprise. Madame François, vous présentez? Je suis Madame François Sandra, je suis directrice de Guada France Victimes, qui est donc une association d'aide aux victimes agréée par le ministère de la Justice, implantée en plein cœur de Pointe-à-Pitre. Nous sommes chargés de venir en aide à toute personne victime d'infractions pénales et donc parmi ces victimes d'infractions pénales aux victimes d'inceste. Nous proposons donc une prise en charge juridique, sociale et psychologique à ces personnes victimes en leur proposant également une écoute des informations et également un accompagnement dans le cadre de leur démarche judiciaire et également pour le recouvrement des dommages et intérêts qu'elles peuvent prétendre. Nous avons également des permanences sur l'ensemble du territoire de la Grande Terre et nous pouvons recevoir donc ces victimes dans nos locaux sur Pointe-à-Pitre, mais également dans des permanences dites décentralisées avec des locaux qui nous sont mis à disposition par les mairies et nous pouvons également échanger avec les personnes victimes par téléphone. Donc nous allons vous poser des questions tout à l'heure, donc restez en ligne avec nous. Aujourd'hui, nous abordons un sujet difficile mais essentiel. Il s'agit d'un sujet encore trop souvent tabou. Pourtant, il concerne malheureusement beaucoup de familles et touche de nombreux jeunes. En parler, c'est déjà agir pour faire avancer les choses et encourager ceux qui en souffrent à ne pas rester seuls. Donc le sujet, c'est l'inceste. Notre problématique est la suivante. Comment l'infirmière intervient-elle dans la prise en charge des victimes d'inceste? Pour cela, nous allons expliquer qu'est-ce que c'est l'inceste, discuter de ses conséquences et vous donner des informations pour trouver du soutien. Alors restez avec nous, car même si ce sujet peut être difficile à entendre, il est essentiel pour sensibiliser, comprendre et surtout apporter de l'aide aux victimes. Du coup, chers collègues, qu'est-ce que c'est l'inceste pour vous? Alors, l'inceste est une violence sexuelle. C'est le fait de subir des relations sexuelles avec une personne de sa famille. Les actes sexuels pratiqués dans un inceste peuvent être des baisers, déplacés et imposés, des caresses sur des parties intimes, des pénétrations dans la bouche, le vagin ou l'anus. Parfois, ces gestes sont imposés avec autorité dans un rapport de domination, avec des violences physiques et psychologiques, des menaces et du chantage. Mais souvent, l'agresseur approche l'enfant avec douceur et gentillesse pour abuser de sa confiance. L'enfant peut ne pas comprendre qu'il s'agit réellement de violences sexuelles, surtout s'il est jeune. Il est alors condamné au secret et au silence. Ce qui est particulier à l'inceste, c'est que ces actes sexuels sont imposés à un enfant par un membre de sa famille. Cela peut être son père, sa mère, son grand-père, sa grand-mère, son oncle, sa tante, son neveu, sa nièce ou encore son beau-père ou sa belle-mère. On parle aussi l'inceste lorsque des frères et sœurs d'une même famille ou d'une famille recomposée ont des relations sexuelles entre eux. L'inceste est une expérience tellement traumatique que ces victimes peuvent oublier qu'il s'est même produit. Dans certaines communautés, les mariages consanguins sont tolérés. On parle également d'inceste lorsque deux personnes de la même famille sont consentantes pour des pratiques sexuelles. Dans ce cas, l'inceste est consenti et cela ne constitue pas un viol. On parle donc de couple ou de relations incestueuses. Cependant, les risques et conséquences également sont présents. Les relations incestueuses sont largement considérées comme inacceptables dans la plupart des cultures à travers le monde, en raison de normes sociales, éthiques et légales.
Cependant, il existe quelques exceptions historiques et culturelles où des relations entre proches, parents, ont été tolérées, souvent pour des raisons spécifiques. L'Égypte ancienne, dans certaines dynasties, le mariage entre frères et sœurs était pratiqué pour maintenir la pureté de la lignée royale. La royauté inca, les Incas pratiquaient également des mariages entre membres de la famille royale, souvent entre frères et sœurs, pour préserver la lignée. Certaines cultures polynésiennes, dans des sociétés comme celle des Hawaïens anciens, les mariages entre cousins étaient courants et dans certains cas, des unions plus proches étaient acceptées. Il y a également les élites dans diverses sociétés. Dans certaines sociétés aristocratiques ou royales à travers l'histoire, les mariages entre membres de la famille élargie étaient souvent encouragés pour conserver des richesses et des pouvoirs au sein d'une même famille. Cependant, ces exemples sont l'exception plutôt que la règle. Dans l'ensemble, la plupart des sociétés modernes considèrent des relations incestueuses comme problématiques en raison des implications morales, psychologiques et également génétiques. Merci beaucoup, Priscilla. Mais du coup, qu'est-ce qu'en dit la loi dans ce cas? Alors, le cadre législatif. La loi interdit l'inceste. Cependant, l'inceste n'a pas complètement la même définition. Le droit civil interdit uniquement les mariages consanguins, mais n'intervient pas vis-à-vis des relations sexuelles. Selon les articles 161, 162 et également 163 du Code civil, le droit pénal lui vient sanctionner les cas incestueux lorsque celui-ci constitue un viol, une agression sexuelle. Toutefois, l'inceste peut être constitutif d'une infraction pénalement réprimée lorsqu'il s'agit de viol, d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle commise par un ascendant, un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu, une nièce, ainsi que les conjoints concubins ou partenaires de ces personnes. S'ils sont autorités de droit ou de fait sur la victime, ainsi qu'en dispose l'article 222-31-1 du Code pénal, depuis la loi du 3 août 2018. Merci beaucoup pour cette information. Du coup, quelles sont les statistiques autour de l'inceste? Alors moi, c'est Chloé. Je vais poser la question à mes collègues afin de savoir si elles sont plus ou moins proches des données qu'on a réellement trouvées. Donc, selon vous, quelle est la fréquence de l'inceste? Je dirais un enfant sur 10. Je dirais un enfant sur 10. Je dirais 2 enfants sur 4. Et en millions, vous irez combien? Je dirais 2 millions. Mais encore? 5. Parfait. Bravo, Katina. Alors, en effet, 5,5 millions d'hommes et de femmes sont touchés, en tout cas en France, soit une personne sur 10. Alors, la famille est la sphère de la socialisation où se produisent le plus de violences sexuelles pour les femmes. Au total, 4,6% des femmes et 1,2% des hommes interrogés rapportent des violences incestueuses avant l'âge de 18 ans. Les violences sont également le fait des amis de la famille, 2,2% des femmes et 0,7% des hommes. Ainsi, les violences sexuelles intra- et parafamiliales sont rapportées par 6,8% des femmes et 1,9% des hommes. À votre avis, vous pensez que ce phénomène est présent à quelle fréquence dans le monde? Alors, comme nous l'avions dit un peu avant, en France, une personne sur 10 est victime d'inceste, ce qui correspond à 5,5 millions d'hommes et de femmes. En octobre 2022, un rapport de la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants estime qu'environ 160 000 enfants subissent des violences sexuelles chaque année. Un chiffre longtemps sous-estimé, voire négligé, en particulier en raison de l'idée d'un tabou anthropologique sur ce crime. On note qu'un enfant meurt tous les 5 jours dans son environnement familial sous l'effet de ces violences sexuelles. La Commission alerte également sur la grande vulnérabilité des jeunes en situation de handicap. En effet, ces derniers ont un risque 3 fois plus élevé d'être agressés. Ceux qui souffrent d'une déficience intellectuelle y sont quant à eux encore plus, soit 4 à 6 fois.
Sur 6 737 personnes mises en cause pour des violences sexuelles incestueuses entre 2016 et 2018, 95% sont de sexe masculin. Parmi 4 341 victimes de violences sexuelles incestueuses, dont 77% de filles, enregistrées pendant ces 3 ans, la moitié avait moins de 4 ans, indique par ailleurs l'étude. Bien sûr, nous sommes en Guadeloupe, donc est-ce que vous avez les chiffres de la Guadeloupe? Alors, en Guadeloupe, nous avons le maître Noémie Stéphanie Victoire, est une avocate qui traite de nombreux dossiers impliquant des mineurs, et parmi eux, 4 ou 5 par an environ concernent des faits d'inceste. Elle nous dit « Je trouve qu'il y a énormément de cas en Guadeloupe. Il y a souvent un rapport de domination entre le parent auteur et le ou la victime mineure, et il faut que l'enfant soit vraiment mis en confiance pour pouvoir exprimer ce qu'il vit. Car il ne sait pas à qui parler, précise-t-elle. On en conclut qu'il existe probablement plus de cas, mais qu'ils ne sont pas connus à cause du manque de confiance qui empêche aux enfants de s'exprimer librement. Il y a des enfants qui ont besoin de se sentir soutenus. Or, certains parents, même s'ils le savent, même s'ils le voient, ont beaucoup de difficultés à gérer cette situation. Ils peuvent être effrayés au niveau des conséquences. Merci beaucoup, Chloé. Donc, pouvons-nous dire qu'il y a un souci dans l'éducation ou même l'approche que nous avons avec nos enfants? Un manque de confiance peut-être? Des sujets tabous? Il y a effectivement un travail à faire sur l'éducation aux enfants au sein des familles et également un travail à faire en tant que parents pour ceux-ci. Des explications doivent leur être apportées afin de les permettre de déceler rapidement les écarts et les choses qui n'ont pas lieu d'être. Et cela ne peut être possible qu'en instaurant un climat de calme, de confiance et en éliminant les sujets tabous afin que leurs enfants n'aient pas peur de se confier pour quelconque raison. La plupart des agressions, à ce que j'ai su, sexuelles et de viol, on pense souvent que les agresseurs ce sont des hommes et les victimes que des filles. Est-ce que c'est vrai? Alors oui, et pour vous prouver cela, j'ai des chiffres. Alors il est vrai que 80% des agresseurs sont des hommes, donc père, oncle, frère, grand-père. Dans la majorité des cas, les agresseurs sont des hommes en raison d'un accès plus fréquent aux enfants dans un rôle d'autorité ou de proximité, et cela que ce soit chez les petites filles ou chez les garçons. Cependant, il existe quand même des cas d'inceste commis par des mères, des sœurs ou d'autres membres féminins de la famille. Dans des contextes spécifiques, comme les abus sur des mineurs, les femmes représentent jusqu'à 5% des agresseurs. Les femmes peuvent également être impliquées dans des abus en collaboration avec un homme. Ces chiffres montrent donc que, bien que les femmes représentent une minorité des agresseurs sexuels, ces phénomènes existent bel et bien et méritent d'être pris en compte dans les études et les efforts de prévention. L'inceste est un problème de santé publique. En effet, 10% de la population en France en serait victime. Les enfants en situation de handicap sont 3 fois plus exposés, comme il a été cité en amont. Ce crime rendu invisible pendant des années par le silence qui l'entoure laisse bien souvent des traces à vie. Ces traces, symptômes psychotraumatiques, somatiques, troubles socio-relationnels et comportements à risque sont rarement corrélés par les professionnels de santé aux violences subies pendant l'enfance. Les dépister est donc une priorité. Mais qui dit problème de santé publique dit qu'il y a un coût budgétaire, si je ne me trompe pas, Chloé. En effet, l'inceste coûte 10 milliards d'euros par an. Oui, 10 milliards. Selon un avis de la Civise, publié le 12 juin dernier, le coût des violences sexuelles sur les mineurs est d'environ 10 milliards d'euros par an. Sur l'ensemble de ce montant, 3 milliards sont des dépenses engagées en réponse immédiate et ponctuelle aux victimes. Accompagnement, services de police, de gendarmerie et de justice, prise en charge médicale immédiate. De plus, pour les couples consanguins, le risque de donner naissance à un enfant atteint d'une maladie héréditaire peut être d'environ 2 à 4 fois plus élevé que dans la population générale, atteignant environ 4 à 6%. Et la prise en charge des maladies ont un coût généralement pour l'économie. Parlons maintenant des conséquences. Y a-t-il des impacts
physiques pour les victimes d'inceste? Alors oui, l'inceste peut engendrer des conséquences physiques telles que des migraines à répétition, des maux de dos, l'hypersexualité ou comportement sexuel à risque, des blessures telles que les contusions, les plaies, les griffures, les fractures, les déchirures vaginales, des infections, des douleurs pelviennes ou encore des grossesses non désirées. Comment cela affecte-t-il leur vie de manière psychique et émotionnelle? Les conséquences sont toujours graves. L'inceste a un impact à court et long terme sur la santé physique, le développement psychique, tels que la dépression, les pulsions suicidaires, les pertes de confiance en soi, la culpabilité, ainsi que sur la vie sociale, avec la peur des autres, une modification du comportement sans raison apparente. Leur survenue dans un contexte familial en aggrave le retentissement. Les signaux d'alerte sont multiples. Il faut donc veiller à prendre en compte un faisceau de signaux et non des signaux isolés. En effet, les conséquences ne sont généralement pas visibles au moment de l'acte, mais elles se révèlent par la suite. On peut alors repérer un stress post-traumatique avec des flashbacks ou des cauchemars, des addictions, de l'anxiété, des peurs incapacitantes, des troubles du comportement et des troubles alimentaires, des troubles du sommeil, de la dépression, de l'amnésie, de l'automutilation ou encore le suicide. Autant de souffrances psychologiques, émotionnelles et physiques. Parmi les autres conséquences possibles, on peut relever l'émergence des émotions traumatiques telles que des pensées suicidaires, un dégoût de soi, de l'angoisse, des pertes de mémoire, un sentiment d'étrangeté vis-à-vis de soi-même ou des autres, associé à une baisse de l'estime de soi, car en effet les victimes se sentent diminuées et inutiles, une hypervigilance ou encore l'envie de tuer ou de torture. De plus, les victimes d'inceste peuvent être sujettes à des comportements à risque ou autodestructeurs pour surmonter leur mal-être, tels que l'automutilation et la scarification, la pratique extrême de sport, les troubles du sommeil, les troubles compulsifs alimentaires comme l'anorexie ou la boulimie, ou encore les addictions comme le fait de fumer, boire plus de 3 verres d'alcool par jour ou consommer de la drogue régulièrement. Certains pourraient même avoir des pensées suicidaires, voire des tentatives de suicide, comme dit précédemment. Merci beaucoup, Janelli. On remarque qu'il y a beaucoup de conséquences. Quel est l'impact de l'inceste sur la vie sociale et plus particulièrement sur la scolarité des victimes? Alors, les victimes peuvent avoir des pensées intrusives et des flashbacks, des scènes traumatisantes, ce qui peut alors provoquer une difficulté de concentration en classe et la dégradation des résultats scolaires. Il y aura aussi un phénomène d'absentéisme qui peut également se manifester car en effet, l'étudiant va se refermer sur lui-même et ne voudra plus entretenir des relations sociales avec ses camarades ou ses professeurs. Il ne se rend même plus en cours tous les jours. Dans la vie quotidienne, l'anxiété, la honte, la méfiance et la peur de revivre des expériences traumatisantes peuvent amener les victimes à éviter les événements sociaux comme les fêtes ou les rassemblements. L'élève et ou l'étudiant sera alors complètement isolé socialement car il n'aura plus d'interaction avec les autres. De plus, il y aura la peur du jugement et la stigmatisation qui peuvent empêcher les victimes de partager leur expérience, ce qui entraîne des difficultés à chercher de l'aide, du soutien psychologique et social et renforcer la solitude. Les victimes aussi auront du mal à faire confiance aux autres après avoir subi l'inceste, bien sûr. Les victimes seront irritables et auront tendance rapidement à entrer en conflit avec la famille ou avec l'entourage. On peut également relever une quête systématique d'affection envers les adultes ou inversement un évitement envers ceux-ci, voire la peur absolue d'être touché ou de toucher les autres. Merci beaucoup, Katina. Nous revoilà du coup les deuxièmes années. Comment on peut prévenir l'inceste à l'école, Chloé? Alors, les établissements scolaires peuvent jouer un rôle très important dans la sensibilisation et dans la prévention de l'inceste en mettant plusieurs stratégies. Donc, ils peuvent organiser des campagnes de sensibilisation
pour informer le public sur les signes ou encore les moyens de prévenir, donc l'inceste. Cela inclut des ateliers, des conférences ou encore des supports pédagogiques. Ils peuvent également organiser des ateliers pour sensibiliser les élèves, le personnel éducatif et les parents aux signes d'abus et à l'importance de la communication. Ils peuvent également enseigner aux élèves la notion de consentement ainsi que son importance. Ils peuvent également intégrer l'éducation à la sexualité dans les programmes scolaires, donc toujours dans le but de sensibiliser les enfants et les adolescents à leurs droits, aux limites ou encore à la notion de consentement. Ils peuvent également offrir des services de conseil accessibles pour les élèves ayant besoin de soutien, que ce soit émotionnel ou encore psychique, ainsi que d'aide, telles que des cellules de soutien et d'écoute, avec l'intervention de psychologues ou encore d'assistantes sociales, afin de créer un climat de confiance pour permettre aux victimes justement de se confier aux professionnels sans crainte d'être jugés ou incompris. Concernant le soutien aux victimes, nous pouvons également offrir des services de soutien afin de soutenir les victimes, donc en mettant en place des lignes d'écoute anonymes où les élèves peuvent poser des questions, signaler des abus ou toute autre chose. De plus, former les enseignants, les travailleurs sociaux, les professionnels de santé et les forces de l'ordre serait utile afin de reconnaître les signes plus tôt et d'intervenir de manière appropriée. L'environnement scolaire est donc un endroit où ils ne devraient pas se sentir en danger. Le but est donc de les accompagner afin de les aider à trouver des solutions dans les meilleurs délais. Merci beaucoup Chloé, ceci est très important du coup. Et dans les familles, comment on peut prévenir l'inceste? Parce que du coup, l'école, c'est bien, on en a pour l'école, mais pour les familles, qu'est-ce qu'on peut conseiller pour les familles? Du coup, c'est possible, même dans les familles, de prévenir l'inceste. Dans les cas d'inceste, les victimes rejoignent leur agresseur sans qu'il les force physiquement, parce que avant l'acte physique, il y a tout un processus psychologique mis en place par l'agresseur. Et puis, quel enfant ose s'opposer à un adulte de sa famille? En temps normal, c'est compliqué. Mais quand l'adulte franchit les limites, cela devient impossible. Surtout que, la plupart du temps, l'agresseur utilise plusieurs stratagèmes pour s'assurer du silence de sa victime. Il emploie des techniques d'approche telles que « c'est normal qu'un papa fasse des câlins » ou encore « si tu le dis, ta mère va en mourir » ou encore « tu détruiras la famille si tu en parles ». Ce sont des paroles qui font porter la culpabilité de l'acte à l'enfant et garantissent son silence. L'autre problème, c'est que l'incapacité de l'enfant à comprendre ce qui lui est arrivé. Donc il n'est pas en mesure de distinguer ce qui est normal ou pas. Il est donc important de discuter avec son enfant régulièrement dès que l'enfant est en âge de comprendre. À partir de quel âge alors, Sourane? Donc vers l'âge de 4 ou 5 ans par exemple. Le parent peut lui dire « c'est ton corps, il t'appartient. Personne n'a le droit d'y toucher, même pas moi. » Il peut lui indiquer les endroits où, si ça te dérange, tu n'y touches pas. Ces endroits-là, si ça te dérange qu'on y touche, tu dis que tu ne veux pas. Ces endroits-là, ce sont tes parties intimes. Personne n'a le droit d'y toucher. Il est indispensable de les dire naturellement, c'est-à-dire si l'adulte est stressé par le sujet, l'enfant va avoir du mal à l'entendre. Il est indispensable de discuter ouvertement des limites personnelles du consentement et des relations appropriées. Donc pour favoriser la discussion sur un sujet aussi délicat que l'inceste, il faut s'assurer de créer un environnement où chacun se sent à l'aise pour partager ses préoccupations sans crainte du jugement au sein du foyer. De cette façon, si l'enfant y est victime, il y aura cette capacité à se confier aux membres de sa famille, donc aux autres membres, si un climat de confiance a préalablement été instauré. Il faut également savoir établir des limites, définir des règles claires sur les comportements appropriés entre les membres de la famille et être attentif aux relations. Donc ça veut dire que il faut observer les dynamiques familiales et intervenir si des comportements inappropriés sont inobservés.
Il est donc primordial et essentiel de repérer l'inceste le plus tôt possible. Et pourquoi du coup? Parce que plus le repérage est précoce, plus la victime pourra être protégée et plus sa prise en charge sera efficace. De manière générale, tout changement brutal dans le comportement de l'élève ou toute régression dans son développement doit attirer l'attention sur d'éventuelles violences, y compris sexuelles. Et s'ils sont sans prise en charge alors, Sorane, qu'est-ce qui va se passer? Alors, sans une prise en charge du moins adaptée, les troubles psychotraumatiques à l'origine d'une très grande souffrance mentale peuvent durer des années, des dizaines d'années, voire toute une vie. Mais du coup, que conseillez-vous à une personne victime d'inceste? Tout d'abord, je sais que c'est un phénomène très compliqué à endurer, surtout si vous essayez de surmonter tout cela tout seul, sans demander de l'aide autour de vous. Je tiens à ce que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Il faut savoir qu'il n'y a pas de conduite type à tenir si vous êtes victime d'inceste. Chacun surmonte cet événement traumatisant à sa manière. Mais dans l'idéal, nous vous conseillons de sortir du silence le plus rapidement possible à partir du moment où vous vous sentez prêt à en parler, afin de vous libérer de ce poids et de ne pas l'affronter seul. Pour cela, vous pouvez commencer par en parler à une personne en qui vous aviez totalement confiance. Cela peut être une amie, un membre de la famille, un professionnel de santé, comme une assistante sociale ou encore une infirmière scolaire. Même si c'est une démarche difficile, briser le silence est une part importante du travail de reconstruction de la victime d'inceste et de sa famille. En effet, après avoir dénoncé l'inceste, vous pourrez alors par la suite être amené à porter plainte, ce qui permet la reconnaissance de la victime auprès de la justice. Je sais que le temps de reconstruction nécessaire avant de porter plainte peut être long, mais il faut savoir que les victimes ou leurs représentants peuvent porter plainte contre les auteurs de ces infractions, même longtemps après la date des faits. Alors n'ayez crainte. Si les abus ont eu lieu il y a plusieurs années, vous pouvez encore déposer plainte contre votre agresseur. Car une victime d'inceste peut porter plainte jusqu'à 30 ans après sa majorité dans les cas de viol. Merci beaucoup, Janélie. Du coup, mais pourquoi il faut briser le silence? Je comprends pas, moi. Pourquoi c'est important d'en parler, du coup? Il est important d'en parler. Parler de l'inceste est essentiel pour plusieurs raisons importantes. Dans un premier temps, briser la honte et la culpabilité. Le silence autour de l'inceste enferme les victimes dans une honte et une culpabilité profonde. Elles vont se sentir souvent isolées et incomprises, craignent de ne pas être crues ou de trahir leur famille. Ouvrir le dialogue va permettre de légitimer leur expérience, de les libérer de cette honte et de montrer que le fardeau ne leur appartient pas. Il est important également de sensibiliser la société et l'entourage. Parler de l'inceste va aider à déconstruire les idées reçues, comme l'idée fausse que les victimes sont consentantes ou qu'elles peuvent facilement oublier ce qu'elles ont vécu. La société tend à minimiser l'impact de l'inceste et d'aborder ce sujet permet de montrer à quel point ce traumatisme est destructeur et persistant. En le mettant en lumière, cela encourage une meilleure compréhension et reconnaissance de la gravité de ces violences. Il est important également de reconnaître la diversité des violences sexuelles. Contrairement aux stéréotypes, l'inceste ne se limite pas aux agressions physiques violentes. Il peut inclure des attouchements, des comportements inappropriés sans contact physique ou encore des manipulations psychologiques. Il est important d'en parler, d'informer sur les différentes formes de violence intrafamiliales et de mieux sensibiliser sur ce qu'elles impliquent sur les victimes. Favoriser la guérison et la reconstruction, le silence enferme les victimes dans leur souffrance, tandis que l'ouverture va permettre un parcours de guérison. En abordant ces questions, les victimes peuvent se sentir moins seules et plus soutenues
ce qui les aide à trouver les ressources nécessaires pour se reconstruire, se libérer de la honte et reprendre le contrôle de leur vie. Ainsi, l'importance de parler de l'inceste réside dans la possibilité de briser les chaînes du silence, de sensibiliser la société, de redonner une voix aux victimes et de leur permettre de reprendre leur vie en main. D'accord, Priscilla. Donc, du coup, briser le silence, c'est un parcours de guérison, alors, si je comprends bien. Exactement. D'accord, ok. Donc, pourquoi est-il si difficile pour les victimes de parler de ce qu'elles ont vécu si, justement, c'est un parcours de guérison? Alors, premièrement, il y a la honte. Donc, la peur de se sentir jugé ou de ne pas être cru. Parce que la famille ne croit pas que, par exemple, tonton Bernard serait capable de faire ça. Puisque c'est vrai que la personne peut donner une image, en fait, devant la famille. Et puis, l'enfant, il vit, en fait, son expérience traumatisante tout seul. Et lorsqu'il essaie d'en parler, on ne le croit pas aussi. Il y a aussi le fait que, imaginons, il y a les stéréotypes de la société. Un garçon, par exemple, il ne va pas oser en parler puisque les garçons sont censés être virils, forts et tout ce qui va avec. Donc, il y a toutes ces raisons qui empêchent en fait les victimes de se confier, d'en parler. Je rejoins Priscilla sur le fait que justement, dans les familles, enfin surtout en Guadeloupe, vu qu'on est sur une petite île, ben tout ça c'est, donc au final, ça se peut qu'il y ait une relation où deux personnes se côtoient justement et ne savent pas qu'ils sont de la même famille, soit du côté de la mère, soit du côté du père, parce que soit l'un soit l'autre ne porte pas le même nom de famille en fait que son partenaire. Donc ça peut aussi être une raison. Je rebondis sur le fait que justement aux Antilles c'est une petite île où justement comme je l'ai dit tout ça c'est il y a beaucoup de liens entre les familles. Mais est-ce que vous savez aussi que 70% des plaintes sont classées en fait sans suite? Donc je pense aussi que les victimes n'osent pas en parler puisque elles se disent à quoi bon en fait si au moment de porter plainte on n'y croit pas, c'est pas pris en compte. Je pense pas que ça encourage les victimes à en parler. Je te rejoins et puis on peut dire aussi qu'il y a des cultures. On peut parler des saintes. Comment ça, tu veux parler des saintes, Anneli? Non, mais c'est vrai, aux saintes, c'est réputé pour les cousins qui se côtoient. C'est vrai que en temps longtemps, on va dire, c'est vrai que les cousins sortaient avec les cousines, donc je te rejoins dessus. C'est pas pour t'offenser en tant que sainte. Donc, du coup, Madame François? Oui, je vous entends. Du coup, nous allons vous poser quelques petites questions sur l'inceste. Quels sont les signes auxquels les proches peuvent être attentifs pour détecter des situations d'inceste chez les enfants? Alors, les signes pour lesquels l'entourage doit être très attentif sont le changement de comportement d'un enfant. C'est-à-dire qu'un enfant qui, à l'origine, était très calme, devient soudainement extrêmement violent, soit envers lui-même, soit envers les autres membres de la fratrie, ou bien même dans sa façon de jouer avec ses jouets. Il est important également d'être vigilant sur le comportement alimentaire de cet enfant. L'enfant, parfois victime d'inceste, pourra également manifester un refus total face à la nourriture ou alors un besoin excessif de se nourrir. Donc en fait, de manière très simple, l'entourage pourra observer un changement de comportement, soit vers une agressivité d'un enfant qui était à l'origine très calme, ou alors un changement de comportement dans sa façon de se nourrir. Mais ce ne sont pas les seuls signes. D'autres signes également peuvent alerter. Par exemple, un enfant qui va se mettre à parler de parties intimes alors qu'il ne le faisait pas auparavant. Il va jouer en représentant justement ces parties intimes
ou en jouant avec d'autres camarades, en allant essayer de toucher ses parties intimes. Donc là encore, ça peut aussi être des signes d'alerte. Et puis, de manière générale, être attentif justement au comportement de l'enfant parfois, quand justement l'auteur de l'inceste s'approche de cet enfant. Cet enfant peut manifester effectivement un comportement de peur, un comportement où il va chercher à s'écarter, à s'éloigner, un comportement où il va justement se rapprocher un peu plus de l'autre parent, où il va aller chercher un peu plus d'affection, ou alors justement repousser l'autre parent. Donc en gros, ce sont les 3 signes qui doivent un petit peu alerter l'entourage. D'accord, ok, merci Madame François. Mais du coup, avez-vous un témoignage à nous partager ou un témoignage qui vous a marqué, bien sûr? Alors, ce que je pourrais vous dire sans être trop précise, puisque en tant que directrice d'association d'aide aux victimes, je suis tenue par le code de déontologie qui implique, si vous voulez, une confidentialité, c'est-à-dire ne pas raconter exactement l'histoire d'une victime qui peut-être nous écoute et pourrait se sentir blessée de savoir que son histoire est racontée comme cela. Je comprends tout Mais à quand fait. même, pour que vous puissiez un petit peu comprendre et prendre aussi la mesure de ce fléau qui est l'inceste, je vais vous parler d'une situation qui m'a extrêmement marquée depuis que je fais de l'accompagnement des victimes, et j'y travaille depuis 2009. Nous sommes en 2024, donc vous voyez un petit peu le nombre d'années qui se sont écoulées. Ah oui, à ce que je vois. J'ai eu l'occasion effectivement d'accompagner une jeune femme qui, au moment où elle a décidé de parler, elle était âgée de plus de 40 ans. Et en fait, l'élément déclencheur de sa prise de parole auprès d'une association de victimes a été le décès de son père agresseur et incestueux. Et ça a été extrêmement marquant, à la fois pour cette jeune femme victime, mais également pour moi, puisque je me suis rendu compte à écouter son histoire que, en fait, elle avait également compris qu'il y avait un risque pour sa petite sœur d'avoir subi ce qu'elle avait subi. Et en fait, en regardant et en observant dans les victimes que j'avais reçues précédemment, je m'étais rendu compte qu'en l'accompagnant, son nom m'avait interpellée. Et en observant bien, j'ai pu constater que sa mère était venue quelques semaines avant elle afin d'obtenir des informations justement sur qu'est-ce qu'il était possible de faire pour accompagner des personnes victimes d'inceste. Et là encore, j'avais été interpellée par l'histoire de cette mère qui était attristée qu'aujourd'hui, alors qu'elle venait de perdre son époux, ses 2 filles ne lui adressaient plus la parole, et particulièrement sa grande fille. Et cette mère de famille se trouvait donc dans une situation de précarité, et ce qui l'embêtait par-dessus tout, c'est que maintenant qu'elle avait perdu son époux, elle n'avait plus le soutien de ses filles, et particulièrement ce soutien financier. Donc vous voyez un petit peu dans ce récit que très bien, cette mère de famille, elle était dans une souffrance tout autre et ne s'attardait peu sur la grande souffrance que pouvaient ressentir ces 2 filles qui avaient été victimes depuis leur minorité jusqu'à leur départ du domicile familial, c'est-à-dire jusqu'à la vingtaine, des agissements incestueux de leur père et des souffrances que cela avait pu engendrer. Et dans le témoignage de cette mère qui me disait, moi je ne comprends pas, mais qu'est-ce que j'ai fait à mes filles pour qu'aujourd'hui elles ne m'adressent plus la parole? Je comprends tout à fait. D'accord, j'aurais pu avoir des doutes sur le comportement de mon époux. Et effectivement, un soir,
en rentrant dans la chambre de mes filles, je l'avais surpris. Par-dessus les filles, il avait un comportement bizarre. Mais je n'ai pas cherché à aller plus loin. J'ai simplement demandé qu'est-ce qu'il faisait là et d'un coup, il était parti. Alors que ce même récit qui m'a été raconté par ma fille, qui a subi les comportements incestueux de son père, elle l'a vu d'une toute autre façon. Elle a vu comme sa mère qui savait ce qu'elle subissait et qui n'avait pas agi, qui ne l'avait pas protégée pendant toutes ces années. Et elle a tenté par-dessus tout, justement, à rester proche de sa mère parce qu'elle savait que sa mère dépendait financièrement de son père et que là, le décès de son père a été l'occasion de tout dire, de parler. D'accord, Madame François. Et surtout de verbaliser tout ce qu'elle avait subi pendant toutes ces années pour tenter, selon elle, de protéger sa petite sœur. Mais malheureusement pour elle, elle a su assez rapidement que sa sœur également avait été victime de viol et d'agression sexuelle de son père. Nous remercions Madame François pour ce témoignage qui est fort touchant, qui est très marquant. Nous allons maintenant poursuivre sur le rôle de l'infirmière. Du coup, comment les infirmières peuvent-elles venir en aide aux victimes? Alors, nous allons nous baser ici sur le rôle IDE dans le cadre d'une prise en charge d'élèves confrontés à l'inceste. Donc, il faut savoir que l'infirmière est formée pour cela. Elle utilise ses compétences et ses valeurs professionnelles pour prendre en charge tout patient. Du coup, quelles valeurs professionnelles qu'elles utilisent et ses compétences? Alors, il y a l'écoute active. Ensuite, l'empathie, la communication claire, le respect de la confidentialité, le soutien émotionnel et l'authenticité. Donc, l'infirmière, tout d'abord, elle établit une relation de confiance avec le patient, afin qu'il se sente en sécurité pour en parler et partager ses expériences. Ensuite, elle évalue si le patient est consentant lors de ses rapports. Puis, elle va évaluer son état émotionnel. Donc, chez les patients atteints d'inceste, il y a souvent présence, chez les patients qui sont victimes d'inceste, il y a souvent la présence de culpabilité, de honte, de confusion. Son état social est altéré, donc il y a de l'isolement social et son état mental également. Donc, comme on l'a dit précédemment, il y a de la dépression, de l'anxiété, du stress ou encore un trouble de l'attachement. D'accord. Donc, du coup, l'infirmière, elle évalue quoi d'autre encore? Alors, ensuite, elle évalue les connaissances du patient. Donc, est-il conscient des risques que comportent les relations sexuelles consanguines si il pratique l'inceste volontaire et si il envisage les projets de vie avec la personne avec qui il entretient une relation incestueuse. Donc, selon les connaissances du patient, elle mettra en place de l'éducation à la santé. Donc, si le couple incestueux a un projet comme la procréation, donc l'informer sur le risque accru des maladies génétiques des enfants qui naîtront de cette union. Et enfin, si on a le cas de victimes d'inceste, donc ça sera tout un travail d'éducation à la santé, donc avec les parents. Donc, c'est ton corps, ce n'est pas normal. D'accord. Merci, Soane. Du coup, comment s'organise la prévention de l'inceste de manière générale? Les premières personnes qui peuvent identifier les violences sont les enseignants et surtout l'infirmière scolaire. Donc, ce sont les premiers maillons de la chaîne. Donc, le milieu scolaire est le premier lieu de recueil de la parole. Et on dit qu'en fait, cet endroit permet en fait aux victimes de se confier à ses camarades de classe, à ses professeurs ou à l'infirmière scolaire ou même l'assistante sociale, lesquels porteront la parole de l'enfant jusqu'au service compétent. Donc, par la formation, la compétence infirmière pourra se déployer au niveau de la prévention des violences sexuelles intrafamiliales, du soin et de la réhabilitation des victimes en lien avec les autres professionnels. Mais du coup, si je ne me trompe pas, Shaina, il existe 3 types de prévention, n'est-ce pas? Lesquels?
Alors, il y a la prévention primaire, la prévention secondaire et la prévention tertiaire. Donc, la prévention primaire, c'est avant l'acte. D'accord. Et après? La prévention secondaire, c'est pendant l'acte. Et la prévention tertiaire, c'est l'acte est déjà arrivé, mais on essaie de réduire les conséquences. D'accord. Du coup, pour conclure cette problématique, quel message aimeriez-vous adresser aux jeunes qui nous écoutent aujourd'hui? Nous aimerions mettre l'accent sur l'importance du sujet, car en effet, il s'agit d'une problématique peu abordée, mais qui est bel et bien existante. Il constitue un problème réel de santé publique. Nous pouvons le voir à travers les données chiffrées que nous avons citées précédemment, qui sont tout de même assez conséquentes. C'est pour cela que nous voulons apporter et transmettre un maximum de connaissances à ce sujet, en informant sur les conséquences de l'inceste et aussi sur son impact, dans le but de sensibiliser un maximum le public et de les inciter à briser le silence si eux-mêmes se retrouvent dans ces cas. Il est important de parler et de ne pas tout garder pour soi, sinon aucune aide ne pourra être apportée et les victimes continueront de subir dans le silence. Nous tenons également à vous dire que si vous vivez une situation difficile ou que vous êtes ou que vous connaissez quelqu'un qui pourrait être concerné par l'inceste, vous n'êtes pas seul. Il existe des gens prêts à vous écouter et à vous aider. C'est pour cela que nous pouvons vous proposer quelques ressources. Alors, il y a le numéro 119, Allô Enfants en danger, qui est gratuit et accessible 24 heures sur 24. Ce numéro est destiné à signaler toute situation de maltraitance ou de danger pour les enfants et les adolescents. Les appels sont anonymes et gratuits. Il y a le 116 006 pour France Victime. C'est un numéro gratuit 7 jours sur 7. Il y a le 3919 qui est un numéro pour les violences femmes info. Ça s'appelle Violence Femmes Info, pardon, qui est destiné aux victimes de violences. Ce numéro peut aussi aider pour les cas d'inceste touchant les femmes. Nous avons aussi le 17, Police Secours. En cas d'urgence ou de danger immédiat, appelez le 17 pour obtenir l'intervention des forces de l'ordre. Nous avons également SOS Inceste et Violences Sexuelles, qui propose des lignes d'écoute et de soutien spécifiques pour les victimes d'inceste, ainsi que des consultations thérapeutiques en présentiel ou par téléphone. D'autre part, l'association Face à l'inceste propose notamment des groupes de parole à thème, la confiance en moi, vivre en couple après l'inceste, etc. Partout en France, pour les victimes d'inceste et leurs proches, elle milite pour une meilleure reconnaissance juridique. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui et n'hésitez pas à vous tourner vers les ressources disponibles si vous en ressentez le besoin. Bien sûr, nous remercions l'intervenante, Madame François Sandra, directrice de Guada France Victime, association d'aide aux victimes pour les personnes victimes d'inceste. Merci beaucoup, Madame François. Merci. Donc, nous remercions tout le monde d'être présent aujourd'hui. Merci de votre écoute. Merci à vous et nous souhaitons du courage à toutes les victimes qui vivent en fait cette situation et vous n'êtes pas seuls. Merci chers auditeurs de nous avoir écoutés. Donc il est vraiment important d'en parler, de sensibiliser ici. Merci à vous sur Radio Interschool et vous pouvez vous applaudir. Prendre soin de vous, prendre soin de nous. Les rendez-vous de l'IFSI sur Radio Interschool. Les jeudis de 16h à 17h. L'IFSI, Institut de formation en soins infirmiers. On va se retrouver avec les étudiants pour qu'ils parlent de thèmes portant sur la santé. Prendre soin de vous. Avec des intervenants spécialisés par rapport au domaine. Les étudiants seront là pour vous apporter les informations dont vous aurez besoin. Nous comptons sur votre écoute. Dernier mot pour remercier encore une fois Radio Interschool de pouvoir accueillir les étudiants en soins infirmiers. Les rendez-vous de l'IFSI sur Radio Interschool. Les jeudis de 16h à 17h. Prendre soin de vous.